Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo et je sais que c'est un format que vous aimez bien. Je vous ai sollicité sur Insta pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'ai absolument pas sélectionné les questions, je les ai devant moi telles quelles, toutes brutes et je vais y répondre maintenant. Petit rappel, je suis enceinte de 6 mois donc il y a quand même pas mal de questions qui sont liées à la grossesse et je vais y répondre. Mais effectivement, il y a aussi d'autres questions. La première question c'est: as-tu fait attention à ton alimentation pour favoriser ton projet de grossesse? Pas du tout. J'ai de la chance, oui, je peux dire clairement que j'ai de la chance. Je tombe enceinte facilement, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre en place un projet véritablement de grossesse. J'ai pas besoin de favoriser une alimentation plutôt qu'une autre. Enfin, j'ai jamais eu à me soucier de tout ça en réalité. Donc pour le coup, non, je suis tombée enceinte de manière naturelle, facile et rapide, pour les deux d'ailleurs. Donc je ne pourrais pas renseigner quoi que ce soit sur ce sujet. Alors question un peu particulière, mais particulière en fait ou pas particulière, parce que pourquoi en faire quelque chose de si tabou? Comment s'est passée la rééducation du périnée après ton accouchement numéro 1? Bon, j'ai toujours pas accouché du numéro 2, donc numéro 2 ce sera peut-être une autre paire de manches. En attendant, la rééducation du périnée pour moi c'est très bien passé. J'en ai fait 2 des rééducations du périnée. Il faut savoir que quand j'ai accouché de ma première petite fille, j'étais en plein confinement, enfin on était dans la période Covid, etc. J'étais donc dans le fin fond de la montagne en Savoie avec mon bébé qui avait quelques mois seulement. Voilà, et il fallait que je démarre ma rééducation du périnée, donc je suis allée voir la seule kiné du village où j'étais, qui du coup a procédé pendant 1 semaine avec moi, ou peut-être 2 semaines, je sais plus, à des séances pour rééduquer mon périnée de façon manuelle, je sais pas si ça se dit comme ça. Et j'ai décidé d'en refaire une par la suite. Non pas que la première a été mal faite, pas du tout, c'était très bien. Mais comme je fais beaucoup de sport, c'était ce qu'on m'avait recommandé à l'époque. On m'avait dit tu fais beaucoup de sport avec beaucoup de sauts, d'à-coups, etc. Voilà, il faut vraiment que ton périnée soit résistant en béton armé. Donc une fois revenue à Paris, je suis retournée voir quelqu'un avec qui j'ai fait le même type de rééducation. Si on schématise tout ça, en gros, il s'agit de contracter, décontracter, contracter, décontracter. Je sais pas, je connais pas toutes les formules pour rééduquer son périnée, mais voilà. Moi, du coup, mon périnée se porte bien. C'est très bien porté par la suite et se porte plutôt bien pendant cette seconde grossesse. Donc voilà, tout est ok. Mais du coup, j'en profite pour faire passer le message. C'est important, faites-la ou en tout cas, faites-vous évaluer pour savoir si vous devez la faire ou ne pas la faire parce que il peut arriver qu'on ne la fasse pas, qu'on remette ça plus tard, qu'on retombe enceinte une seconde, une troisième fois et en fin de compte que ça se passe pas super bien. As-tu des conseils pour réussir à bien gagner sa vie en tant qu'indépendante? Et ça, c'est waouh, une vraie question. Moi, il faut savoir que lorsque j'ai quitté mes activités qui me rapportaient un salaire fixe à l'époque, j'ai attendu d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir faire une croix sur mon travail. Déjà, c'était la première chose. Je me suis pas enflammée en me disant ouais, je viens de créer un blog, je vais tout retourner, je vais gagner beaucoup d'argent et je compte là-dessus et advienne que pourra. Non, pas du tout. J'ai fait les choses de façon très progressive. Donc déjà, je pense qu'il faut beaucoup de patience, mais surtout beaucoup de volonté. Derrière l'image du travailleur indépendant qui peut travailler de la maison, organiser ses horaires, etc., il y a énormément de travail car il n'y a aucune garantie de résultat derrière et aucune indemnité si ça se passe mal. C'est-à-dire que moi, typiquement, demain, mon activité s'écroule, j'ai pas le pôle emploi derrière, j'ai pas toutes les sécurités financières qui vont avec. Après, je me suis back-upée, j'ai investi, j'ai acheté un appartement, bon, j'ai emprunté à la banque, j'ai de mon côté pris une garantie chômage pour les indépendants comme moi, c'est-à-dire que demain, si pour X ou Y raison, je ne peux plus travailler, je peux faire appel à cette garantie chômage qui va pouvoir subvenir à mes besoins pendant un temps donné. Si je tombe malade ou si je me fais renverser par une voiture, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail, ne pas compter ses heures, véritablement, c'est pas un mythe. Moi aujourd'hui j'ai un petit peu ralenti la cadence, surtout depuis que j'ai eu Azel il y a 4 ans, mais autant vous dire qu'avant je travaillais, mais voilà, à outrance, et je m'en plains pas parce que souvent dans l'imaginaire collectif quand on dit qu'on travaille beaucoup c'est qu'on se plaint. Non, je me plains pas parce que mon métier est un métier passion, mais pour le coup je travaillais sans relâche, vraiment sans relâche, du matin au soir, petite pause pour aller à un événement, je revenais, je retravaillais, le moindre déplacement, que ce soit en voiture, dans le métro, etc., j'avais mon ordi sur les genoux, enfin vraiment voilà, j'en voulais quoi, j'en voulais vraiment et je savais que moi comme beaucoup d'autres on voulait réussir et il fallait pouvoir se démarquer et je pense que la conscience professionnelle fait clairement la différence. C'est un peu nul et un peu cliché ce que je dis, mais pour le coup c'est ce qui a joué en ma faveur, je pense, parce que même si j'étais une bonne blogueuse à l'époque avec toute la spontanéité qu'on pouvait retrouver, il fut un temps, etc., dans le partage de contenu, j'étais aussi une bosseuse acharnée. Je le suis toujours, j'aime travailler, j'adore ça et je travaille encore une fois que la petite est au lit et que pourtant je sais que je vais me réveiller entre 5h30 et 6h le lendemain, mais parce que j'aime bosser. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de scrupules à refuser par exemple des événements. Ah oui, important, un truc que je faisais beaucoup, je sortais beaucoup aussi. J'allais montrer ma
gueule. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, j'ai pas attendu d'être à mon compte pour le faire. J'ai toujours été très sociable et j'ai toujours compris que sortir, se faire remarquer dans le bon sens du terme et créer des liens avec les gens, pouvait vous apporter beaucoup d'opportunités. Et ma chance, c'est d'avoir grandi à Paris. C'est véritablement une chance parce que je fais pas partie des gens qui ont dû arriver de province, qui ont dû galérer à trouver un appart, faire des économies pour pouvoir se nourrir, etc. Moi, j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à travailler donc dans la vie active assez rapidement et à 22 ans, j'ai pu me barrer de chez mes parents parce que j'étais indépendante financièrement, mais le fait est que je vivais chez mes parents et que je pouvais avoir accès à toutes les soirées, tous les événements de façon super simple. Voilà, donc après, effectivement, il fallait me mettre un coup de pied au cul pour y aller seul à des moments et quand t'es jeune, t'es un peu gauche et que t'as pas envie, mais tu y vas, il faut avoir un minimum d'assurance et voilà, un objectif bien précis, mais j'avais cette chance-là d'être déjà à Paris. Pourquoi ne pas vouloir parler de la différence d'âge avec ton copain et les conséquences dans ton couple? Alors, c'est pas tant que je veux pas parler de la différence d'âge, je l'ai évoqué, j'ai une différence d'âge avec mon homme et ça, j'ai aucun complexe, aucun malaise avec ça. Preuve, on fait un bébé ensemble, c'est qu'on est très alignés là-dessus. C'est juste que je ne veux absolument pas parler de mon couple en rentrant dans les détails. Ça fait quand même 16 ans que je suis sur les réseaux, je pense qu'on a suivi toutes mes péripéties amoureuses. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ça date, voilà, je rentrais dans les détails de ma vie privée, les embrouilles avec mes copains, trucs machin. J'en suis plus là, j'ai 38 ans, je suis maman d'une petite fille, je vais être maman d'un deuxième enfant et mon copain est très très éloigné de tous ces réseaux sociaux. Il mène deux activités qui sont foncièrement différentes de tout ce que moi je fais et j'aime en fait cette discrétion qu'on peut avoir et j'aime le fait qu'on ne s'étale pas plus sur ce sujet-là. Voilà, je suis restée pendant 8 ans avec Mathieu qui était le papa de Hazel, qui est toujours le papa de Hazel mais qui était mon chéri à l'époque, qui faisait de la photo, de la vidéo et effectivement on travaillait beaucoup ensemble, donc vous avez été amené à le voir sur les réseaux sociaux et lui-même s'exprimait beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai plus envie de ça, c'est-à-dire que voilà, si mon copain décide lui-même de prendre la parole à un moment sur les réseaux parce que ça le fait kiffer, grand bien lui fasse, mais j'ai pas forcément et nécessairement envie de parler de notre relation. Néanmoins, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et peut-être que j'aborderai la différence d'âge dans le couple, mais peut-être pas dans une vidéo YouTube, peut-être dans une série de reels. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais j'aime bien maintenant m'exprimer face cam en reel sur des sujets parce que vous me le demandez en DM en fait. Donc moi j'aime bien, ça change un peu des reels que je peux faire qui sont plutôt esthétiques, mode, etc. Je prends le téléphone et je m'exprime sur un sujet. Voilà, et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, mais sans pour autant parler de moi et de tous les détails de ma vie privée. Ah, j'aime bien cette question. Est-ce que tu vas assurer les hands down jusqu'à la fin de ta grossesse? Est-ce que tu comptes prendre un congé mat? C'était tellement le feu la dernière fois. Alors les hands down, c'est les soirées que j'organise une fois par mois. Ce sont des soirées, je le dis à chaque vidéo, des soirées hip-hop, rap, R&B années 90-2000. Je suis à 6 mois de grossesse, j'étais encore pumped up debout derrière les platines à la dernière. Je me sens bien. Donc tant que je me sens bien, vous me retrouverez au hands down. La chance que j'ai, c'est que je vis des grossesses qui sont toujours très cool. Je suis assez dynamique en temps normal, un petit peu moins enceinte, mais je reste quand même dynamique. Congé mat pour la première, j'en ai pas eu parce que j'ai pas eu besoin. J'ai bossé jusqu'en salle de naissance avec mon ordinateur sur les genoux pour mon plus grand plaisir, je l'ai pas subi et j'ai repris 2 semaines après l'accouchement. Là en revanche, ce qui va se passer, parce que j'ai tiré des leçons de ma première expérience, je pense que je bosserai jusqu'à la fin parce que je me sens bien et que je peux pas rester sans bosser, je m'ennuie en fait trop vite. En revanche, je prendrai le temps de reprendre le chemin des shootings, etc. peut-être parce que je me suis mis beaucoup de pression pour la première à reprendre très vite, non pas par rapport à mon corps, même si j'avais pris 20 kilos, c'était plutôt parce que j'étais épuisée. J'ai allaité au début et en fait c'était galère quoi. C'était galère en fait. Au fond de moi, j'avais envie de rester avec mon bébé et partir même 2 heures, c'était difficile pour moi. Donc là, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée et j'aurai beaucoup moins de scrupules à calmer un petit peu la reprise. Je vais me remettre à bosser évidemment et je serai, je pense, toujours derrière mon ordinateur. Bébé fait la sieste ou je donne un bib ou peu importe, je serai là en train de répondre à mes emails, c'est une certitude, mais je pense pas faire tous les dîners de marque, les voyages de presse, etc. pendant un petit temps donné. Voilà, tranquille quoi. Allez-vous rester à Paris une fois que bébé est né? Et ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Vous me connaissez tellement bien, vous savez que je suis une caravanière entre guillemets. Ah, j'ai la bougeotte, j'aime bouger, d'autant plus quand je fais un bébé. J'ai toujours ce truc de ok, faut partir, faut refaire sa life quelque part, faut aménager ça. Honnêtement, si je pouvais, je partirais de Paris. Maintenant, je ne suis pas seule encore une fois. Je suis avec quelqu'un qui n'est pas à son compte dans son travail, donc on peut pas claquer les doigts comme ça et partir. J'ai une petite fille aujourd'hui qui est scolarisée. Alors effectivement, elle est pas au lycée, elle est pas en train de passer son bac, elle a 4 ans, mais j'ai pas envie en cours d'année de lui faire changer d'école. Il faudrait qu'on puisse déménager parce que quoi qu'il arrive, l'espace dans lequel on est réduit. Initialement, j'y étais seule avec ma fille, je me retrouve avec mon mec et un autre bébé. À savoir que pour le mode de garde que j'ai choisi, j'aurai une dame à plein temps avec nous, enfin qui s'occupera du bébé parce que j'ai pas très envie de mettre le bébé à la crèche au démarrage. Donc on risque d'être beaucoup dans cet appartement qui en fait va exploser, on n'aura pas assez de place. Mais je me suis mis la deadline de cet été pour déménager. Alors à Paris, en dehors de Paris, je ne sais pas. Enfin, je pourrais vous en dire plus, mais je suis sur un potentiel projet qui nous ferait partir à l'étranger. Rien de sûr, vraiment
prendre. Vraiment, voilà, que ça rentre dans une oreille, que ça sorte par l'autre. Mais si je dois déménager à Paris, je déménagerai quoi qu'il arrive cet été. Même si c'est éphémère, même si c'est genre un temps donné avant de partir véritablement quelque part. Si mon projet se concrétise, je vous en dirai plus. Est-ce que tu as des conseils pour l'accouchement, peur des douleurs, épisiotomie, etc. Moi, je suis team péridurale. Alors je sais que le discours plaît pas à tout le monde, j'aime pas souffrir, donc je ne veux pas souffrir. Moi, j'ai eu ma petite péri, ça m'a fait du bien. Les contractions, tu ne pourras pas les éviter, tu les auras, et t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Ça fait très mal, on va pas se mentir. Moi personnellement, je suis pas de nature douillette, mais là, waouh, genre j'ai beau ne pas être très douillette, j'ai envie de dire que je n'ai pas fait la maline. Mais bon, moi j'ai demandé une péridurale. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pas eu d'épisio, j'ai eu une déchirure mais minuscule, j'ai été recousue juste d'un point. Et effectivement, le après en fait, c'est tranquille quoi. Fais le moins d'efforts possible. Moi, je me souviens que me lever, aller faire pipi par exemple, ça pouvait brûler. T'as des petits kits comme ça, postpartum, que tu peux acheter sur internet, notamment pour te rincer après avoir fait pipi directement dans les toilettes, parce que l'urine est acide et ça fait mal si t'as eu des points. Mais ouais, là par exemple, je me suis pas mise la pression, je sais que je vais rester tranquille. En fait, tu sais jamais comment va se produire un accouchement, tu sais jamais si tu vas avoir une déchirure, une épisio, tu peux pas savoir. Donc autant l'anticiper. Mais je pense qu'il faut quoi qu'il arrive se rapprocher de son médecin, de sa sage-femme. Il y a beaucoup de choses mises à disposition pour ça, pour la douleur. Moi, je me souviens que la douleur est passée relativement vite. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'était pas tant la douleur en bas, c'était la douleur au niveau des côtes et du corps. C'est-à-dire que pendant l'accouchement, quand t'es sous péri, tu sens pas grand-chose. Tu sens ton bébé qui passe, hein, mais tu sens pas la douleur en fait. Putain, c'est bonheur la péridurale. Mais une fois que les effets de la péri s'en vont, moi je me souviens la première nuit post-accouchement et le lendemain matin, j'étais là, oh putain, merde, j'ai trop mal. Genre en fait, j'avais pas capté que pousser comme ça pendant une demi-heure, me contracter autant et puis voilà, t'as quand même un bébé qui passe dans ton corps, quoi. J'avais pas capté que c'était aussi douloureux. Ouais, moi, c'était plutôt des douleurs, genre comme une courbature géante dans le corps, quoi, qui m'avait vraiment marqué. Que portes-tu comme marque de soutien-gorge de grossesse? Je dois avouer que je ne porte pas de soutien-gorge. Je crois que j'en ai même pas, là. Je vous montre mes boobs, hein, sorry. Je porte pas de soutien-gorge, véritablement. J'ai pris de la poitrine, mais initialement, comme j'ai pas une énorme poitrine, ça va. C'est supportable. Néanmoins, je vais vous mettre la référence d'une photo que j'ai postée avec une brassière. Je crois que c'est genre nos bras quelque chose. Je me souviens plus exactement. Hyper confortable, parce que quand tu veux quand même parfois mettre des t-shirts ou des choses, t'as pas envie qu'on voit tous tes boobs, voilà, tu mets ton petit soutien-gorge et en fait c'est sans armature, sans rien, et ça m'avait pas mal soutenu, donc je vous redonnerai la ref. Quels sont les meilleurs cadeaux à recevoir lors d'un accouchement? Cadeau pour la maman. Oui, parce que bébé il reçoit tous les cadeaux du monde, hein. Moi j'ai proposé un cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi-même, enfin de nous offrir à moi-même, à mon chéri et moi. Je l'ai proposé qu'une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, qu'on dégage de la maison, c'est-à-dire que pendant une soirée, une nuit, on se casse, on laisse les enfants à la maison avec une puéricultrice de nuit. On n'a pas de famille nous ici, on n'a pas nos parents qui sont à Paris, donc j'ai mes frères et sœurs, mais c'est vrai qu'avec un nourrisson, je préfère passer par Vanessa qui a été la puéricultrice de nuit de Hazel et qui m'a tellement aidée, tellement conseillée, j'ai une confiance aveugle en elle. Je préfère la payer une nuit, qu'elle vienne, genre elle débarque, il est 18h, je prends mon homme, on se casse, on va manger un bout quelque part, petite nuit à l'hôtel, genre grosse nuit à l'hôtel même, c'est-à-dire sans se soucier du réveil le lendemain, même si on sait qu'on sera réveillé genre à 6h du matin parce que réflexe tu connais. Petit déjeuner chambre d'hôtel et ensuite retour à la maison. Et en fait ça c'est hyper important parce que je pense que des petits moments comme ça pour soi ou avec son homme, il faut vraiment les privilégier. Et je pense même que c'est des petits moments que je vais prendre pour moi toute seule. Alors je dis ça, attention, je n'ai pas encore accouché. Ça se trouve je ne serai pas en mesure de quitter mon enfant si jeune parce que je suis un peu collée à mon bébé au début et il faut que j'ai vraiment une confiance aveugle en la personne qui s'en occupe. Si c'est Vanessa, tout va bien. Maintenant, voilà, j'ai des plans sur la comète, mais je trouve que ça c'est un joli cadeau à faire par exemple. Donner une petite enveloppe pour passer une nuit en amoureux quelque part ou s'offrir un bon dîner. C'est vraiment selon l'état de la maman et du papa en fait, hein. Mais quelque chose de cet ordre-là, je trouve ça plutôt sympa. As-tu toujours le projet de t'installer à Marseille? En fait, c'est pas tant que je projette de m'installer à Marseille, c'est que je cherche des pistes hors Paris avec soleil et mer. Et Marseille répond à cette attente. Maintenant, est-ce que ça le fera ou pas? Je ne sais pas, ça va dépendre du projet sur lequel je suis en train de travailler, qui est censé normalement m'emmener à l'étranger, donc en dehors de la France. Maintenant, est-ce que ce projet va être reporté et pourra pas avoir le jour si tôt parce que je suis enceinte et que je peux pas faire 10 000 trucs à la fois? Je ne sais pas. Si tel est le cas, peut-être que plutôt que de déménager à Paris et trouver un appartement plus grand à Paris, on se dira bah allez, on fait un an de césure à Marseille parce qu'on kiffe cette ville. Maintenant, tout ne me rassure pas non plus à Marseille. Voilà, je trouve que c'est pas non plus l'Eldorado, même si je pense que je préfère habiter à Marseille qu'à Paris pour les enfants en tout cas. Donc voilà, on essaie d'évaluer tout ça, mais surtout, je ne me mets pas de pression parce que je sais que prendre des décisions enceintes, c'est pas la meilleure chose. Des décisions assez radicales comme ça, les hormones rentrent en jeu, etc.
Donc je préfère attendre d'accoucher, me poser et me dire ok, donc là j'y vois plus clair et je sais ce que je veux. Combien voudrais-tu d'enfants idéalement? Bah dans un idéal je ne sais pas parce que je pensais même pas avoir un deuxième bébé. Ça me dérangerait pas d'en avoir 3. J'aime bien être enceinte, j'aime les enfants, enfin, j'aime faire des bébés, donc voilà, je pourrais je pense aller jusqu'à 3. Maintenant, est-ce que ma forme physique me le permettra? Mes finances me le permettront? Est-ce que j'en aurai envie? Je trouve que 2 c'est très équilibré. Maintenant, le petit troisième, un peu le petit cadeau du bon Dieu qui fait plaisir à tout le monde, pourquoi pas? Il est pas inenvisageable, mais pour l'instant déjà il faut que j'accouche du numéro 2 et puis on verra. Comment est-ce que je me sens moralement? Bah moralement ça va, écoutez, j'ai eu une phase un peu dure, bizarrement. Alors moi les hormones elles m'ont fait chier surtout le deuxième trimestre. Au début du deuxième trimestre, j'étais tout feu, tout flamme, tout pleur. J'étais inquiète en fait, systématiquement inquiète, en me disant waouh, comment je vais gérer l'appartement, il n'y a pas assez d'espace, où est-ce qu'on va s'installer, etc. Nanana. Et j'étais très très anxieuse, d'autant plus par rapport aux disponibilités de mon copain, qui a pas beaucoup de disponibilité parce qu'il bosse. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il fait du sport, donc le soir il a des entraînements, donc il est pas beaucoup là en soirée, donc je me suis fait une angoisse de genre waouh, en fait en gros ça veut dire que moi il faut que je sacrifie entre guillemets mon travail. J'ai pas du tout envie de le sacrifier parce que j'aime travailler. Être maman ne m'empêche pas de travailler, j'aime pouvoir tout équilibrer. J'ai eu ce questionnement de me dire, c'est-à-dire qu'il faut en fait je sacrifie mon travail et mes soirées à moi au profit des siennes, de ses soirées et de son travail, parce qu'il a des horaires de bureau alors que je suis à mon compte. Donc non, en fait il y a juste des solutions à tout ça qu'on a trouvé progressivement, mais j'ai eu pas mal d'inquiétudes en fait. Je veux vraiment qu'on soit équilibré, même si je sais qu'on peut pas toujours être parfaitement équilibré dans un couple, et c'est ok, il y a pas de souci, hein. Je veux aborder cette maternité de façon cool en fait, et j'ai pas envie de me mettre une tonne de pression à devoir tout gérer 2 enfants seuls, gérer mon travail, et j'en ai beaucoup, gérer mes soirées, gérer ma vie sociale aussi, gérer je sais pas, ma rééducation du périnée, la reprise du sport, etc. Parce que quand même, enfin il faut aussi que je pense à moi à titre perso et non pas en faveur que de mon foyer. Et j'avais besoin d'être sûre auprès de mon copain que ça allait pouvoir entre guillemets matcher quoi. Alors on va me dire oui mais il aurait fallu y penser avant de faire un bébé. Oui, on pense à tout avant de faire un bébé. Enfin en tout cas moi. Maintenant on a quand même beaucoup de questionnements qui nous viennent quand on est enceinte et ça fait partie d'une réflexion qui est plutôt saine. Donc j'ai eu une période un peu anxieuse et maintenant ça va beaucoup mieux parce que go with the flow, hein, comme d'hab, go with the flow. Je sais faire. Je veux dire il y a pas de souci, je sais faire. Certes j'ai pas une maman et un papa à proximité. Certes je suis pas hyper entourée ici, à part de mes amis évidemment hein, et de mes frères et sœurs, mais qui ont leur vie à vivre, qui sont plus jeunes que moi. Voilà et on fera comme on fera et comme j'ai fait pour la première et voilà on se débrouillera pour s'entourer de gens en qui on a confiance pour pouvoir potentiellement nous soulager. Et puis j'ai l'intention de prendre quelqu'un, une nounou. Je suis en plein casting de nounou, c'est pas simple parce que c'est difficile de projeter, de faire garder son enfant et surtout quand il n'est pas encore là. Mais voilà, je ne vais pas hésiter à déléguer pour ne pas avoir une charge mentale comme ça et avoir un sale contre-coup postpartum. C'est une trop bonne question. On me demande à quoi est-ce que je rapporte ma si belle entente avec mes frères et sœurs. En fait, je me rends compte que pas tous les frères et sœurs ne s'entendent autant que nous. Et je le vois parce que parfois je regarde des vidéos YouTube de gens qui s'expriment sur leur famille ou même sur TikTok, etc. Et je me dis, mais en fait, les gens ne sont pas si proches. Ils sortent du même ventre, parfois ils sont pas très très proches. Alors je suis peut-être un peu naïve et j'ai été con de penser ça pendant autant de temps, mais je ne sais pas ce qui fait qu'on a une si belle entente. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'est grâce aux parents, évidemment, qu'on réussit à maintenir un lien entre nous tous malgré nos différences, parce qu'on est tous très différents les uns des autres. Mais on a un esprit de famille plus quoi. À la vie, à la mort, vraiment. Est-ce que ça fait aussi partie de notre ADN méditerranéen? Peut-être, j'en sais rien. Mais ouais, on s'entend bien et puis on a une communication qui est très libre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-dit chez nous. On est très beaucoup de grande gueule. C'est-à-dire qu'on a des parents qui s'expriment beaucoup. Enfin, ma mère est une grande gueule. Mon père est une grande gueule. Mes sœurs, quand ça va pas, elles le disent. Mes frères aussi. Enfin, pas de souci, quoi. Il n'y a pas de tabou. Comment est-ce que j'ai rencontré mon copain? Je sais pas si je l'ai pas déjà dit ça. J'ai rencontré mon copain dans un bar et on a fini toute la soirée, toute la nuit ensemble. On s'est pas lâché, quoi. Trop cool. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai des vidéos de ce soir-là où je suis déchaînée en train de danser avec mes copines sur un tabouret dans ce bar. Et en fait, on le voit en fond, mais on ne se calcule pas. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on attende que le bar ferme pour finalement se calculer. Et c'est drôle, en fait, on a passé genre plusieurs heures ensemble dans un bar vraiment tout petit. Moi en train de danser, lui juste là, je sais pas, avec ses potes. Et on se regarde même pas, genre on s'en fout. Et c'est trop drôle parce que du coup, j'ai toutes les vidéos de cette première soirée et il est toujours dans le fond, tu sais, il est toujours là, genre trop marrant. Donc je montrerai ça à notre bébé, ça va être bien drôle. Ton meilleur souvenir avec ta fille? Le premier qui me vient en tête, c'est les 6 mois que j'ai passé en solo avec elle à Dubaï. Quand on s'est séparés avec son papa, que je me suis retrouvée seule en mode que je vais gérer, que je vais pas gérer. Et en fait, c'était charmé. J'ai créé une proximité et des liens avec elle que j'aurais jamais pu créer de ma vie, je pense. On n'était pas dans l'épreuve, mais quand même quoi. Enfin, il a fallu que je
gère quoi. Et émotionnellement, fallait que je gère déjà une rupture, fallait que je gère de me retrouver dans un pays qui est très loin de ma culture, seule avec un enfant qui avait 2 ans, me lever pour elle toutes les nuits, sans partager les tâches, l'amener tous les matins à la crèche, et en fait c'est le moment où je me suis sentie mieux dans ma peau aussi, parce que comme je vous l'avais déjà dit, c'est le moment où je me suis dit ah putain meuf, t'es une vraie, t'es une capable, hein, comme on dit, et je me suis dit en fait que je pouvais rider vraiment solo, que j'étais forte, et me rendre compte que ma fille s'épanouissait même dans ces conditions-là. J'ai tout gagné quoi, donc meilleur souvenir. Comment se lancer dans la maternité avec moins d'1 an de relation? La personne m'écrit c'est ton cas. Non, ça faisait pas moins d'1 an qu'on était ensemble, c'est juste que j'ai pas parlé de ma relation tout de suite, mais effectivement nous ça arrivait vite. Comment tu te lances? T'es très amoureuse et tu sais que c'est le bon, tu le sais, c'est comme ça. Parce que tu peux rester 5 ans avec la même personne et te dire que c'est pas le bon. Voilà, c'était une volonté commune, sans pression et ça arrivait très très vite en fait. Donc je pense qu'à un moment, si tu réfléchis trop, tu t'y mets pas. Parce qu'il y a 1001 raisons de pas se lancer dans un projet bébé. Mais pour le coup, moi je sais que c'est vraiment nos sentiments qui nous ont stimulés. Et ce que j'aime dans notre relation, c'est qu'on a une relation très très fusionnelle, très saine. Tout n'a pas toujours été simple, attention, hein. Les débuts n'ont pas été simples. Et oui, moi je sortais de 8 ans d'histoire, lui il avait aussi ses struggles, on a un certain âge d'écart, mais on s'est aimé très vite, très fort. Donc non, là en l'occurrence vraiment c'est l'amour et le fait qu'on ait cette relation si saine en fait, parce qu'on est dans une relation très très passionnelle, mais sans le côté nocif de la passion. Genre on s'engueule pas du tout, on est juste très très amoureux. Je me suis jamais vue aussi tactile avec quelqu'un, je me suis jamais vue à ressentir autant le besoin d'une personne. J'ai toujours été extrêmement indépendante même au sein de mes couples et on est un peu comme 2 nounours quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fin de journée, on est trop content de se voir et là ça fait quand même bien plus d'1 an qu'on est ensemble, ça va faire presque 2 ans qu'on est ensemble et on est comme au premier jour quoi, donc voilà, nous c'est un ressenti qui a fait qu'on a eu envie de se lancer. Bonjour, tes plats sains, préférés et faciles? Alors il faut savoir que je cuisine très mal et très peu. Quand je cuisine je me donne, en général c'est le week-end, sinon dans la semaine j'ai pas trop le temps. Là j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas et mon mec connaissait, ça s'appelle Season. Alors oui, je suis en partenariat avec eux sur Instagram, en toute transparence, mais là j'en parle parce que j'ai envie d'en parler et que je trouve ça trop bien. C'est des plats du coup qui sont sains, qui sont réalisés par des chefs et on vous livre avec votre lot de la semaine. Et moi en postpartum, je ne vais passer que par ça parce que vous pouvez choisir en fait qui vous arrange. Vous avez des plats veggie, vous avez des plats diète, vous avez des plats comme ci, comme ça. Et c'est hyper bien, hyper bon. J'ai plein de petites barquettes dans mon frigo et en ce moment je ne bouffe que ça. Pareil, Hazel, je lui donne ça le soir et c'est très très bon et les aliments sont frais, tu sens que c'est savoureux. Enfin voilà, ça change de ce qu'on peut manger lorsqu'on commande sur certaines applis où effectivement t'as tendance à commander sur des plateformes où t'as envie de manger un truc un peu gras, un peu cochon, un peu coquin et en plus en termes de budget t'es gagnant. Ah waouh, l'annonce du bébé à mon ex, écoute au top. Mon ex et moi on est ex comme on le dit, on s'entend très bien donc tout va bien. Il était très ému, très très ému pour moi, mais très ému de savoir que sa fille allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Ça a été très bien accueilli et puis j'ai eu aucune appréhension à lui dire quoi. C'est voilà, il s'entend très bien avec mon copain. Et en fait ce qui est marrant c'est que c'est Hazel qui lui a dit. On a fait un FaceTime et j'ai fait ah maman va avoir un bébé et puis voilà, elle était là mais non tu mens. Non je mens pas. Et voilà. Est-ce que j'ai des cheveux blancs? J'ai découvert mon premier cheveu blanc à 38 ans, si on peut le voir maintenant parce que là j'ai une coloration. Mais ouais, un cheveu blanc. Je sais pas si j'ai fait une connerie mais je l'ai arraché. Genre j'étais là. En plus moi j'ai les cheveux épais, genre vraiment épais. Mon cheveu il est dru. Et là j'étais là genre le truc était comme ça, l'enfer. Après bon te dire à un moment, t'approches la quarantaine, c'est normal quoi. Hein. Comment réagirais-tu si Hazel choisissait l'islam comme religion? Elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de dire. Elle choisira ce qu'elle veut. Si elle veut être bouddhiste, juive, catholique. Hazel, j'adore dire ça. Très cliché encore une fois, mais c'est un enfant du monde. Pour rappel, mon papa est juif, ma maman est musulmane et ma grand-mère est catholique. Donc, je connais les 3 religions. C'est vrai que j'ai grandi en étant plus proche de la religion juive parce que mes grands-parents du côté de mon père étaient à Paris, donc on avait l'occasion de se réunir. Du côté de ma mère, on était... parce que mes grands-parents ne sont plus en vie, musulmans et catholiques. Ma grand-mère m'a beaucoup emmenée à l'église, donc j'ai fait Noël à l'église. Dès que j'ai une prière à faire, je vais déposer un cierge, poser un cierge à l'église. Je crois pas particulièrement en Dieu en ce qui me concerne. Je crois en quelque chose, en une force. Certains l'appelleront Dieu, moi je n'arrive pas à l'appeler Dieu. Et je n'appartiens à aucune religion. Je suis spirituelle et Hazel fera absolument ce qu'elle veut. Si elle veut choisir la religion de son papa, qui est effectivement l'islam, elle choisira cette religion. Voilà. Moi en tout cas, je la laisserai faire comme bon lui semble, tant qu'elle est heureuse et épanouie et qu'elle pratique sa religion correctement. J'aime trop cette question, genre vraiment on m'a attribué le go with the flow. Est-ce que tu as toujours appliqué cette philosophie go with the flow ou est-ce que c'est arrivé avec le temps? Non mais c'était pas du tout comme ça avant. Je suis la meuf la plus contrôle fric que l'histoire ait
le porter. C'est-à-dire que je suis dans ma tête, genre on est 54, vraiment. Le go with the flow, il est arrivé post-rupture avec Mathieu. Quand il s'est barré à Paris, que j'étais à Dubaï, quand on s'est séparés, et ben là, fallait go with the flow, quoi. Parce qu'en gros, tu te retrouves seule, t'as plus de mec, t'es entre guillemets en charge seule de ta fille, même s'il était présent, mais à distance, le fait est que j'en étais responsable. Et ben là, tu go with the flow. Et tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler. Alors, je dis go with the flow, mais c'est un go with the flow qui est quand même léger, hein. C'est-à-dire que je reste quelqu'un de vigilant, je reste quelqu'un d'organisé, qui anticipe beaucoup de choses. Maintenant, je vais pas aller me taper la tête sur un mur si les choses ne se produisent pas comme elles auraient dû se produire, ce qui était le cas avant. Avant, je devenais ouf. Quand quelque chose ne se produisait pas comme j'en avais envie, franchement, je pouvais devenir hystérique. Maintenant, c'est fini, je me suis beaucoup apaisée et c'est mieux comme ça. C'est mieux pour mon mental. Penses-tu que la perte de ta maman t'a permis de faire le tri dans ta vie sociale? En fait, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont révélés à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Perdre ma mère a été bénéfique, attention on s'entend, dans le sens où j'ai pu apprendre à relativiser sur des choses graves et des choses moins graves. Avant je me prenais la tête sur tellement de trucs qui étaient bidons et maintenant non, je comprends qu'il y a tellement plus important et en l'occurrence avoir perdu ma mère c'était le plus gros drame de ma vie et je m'en remettrai jamais parce que c'est ma maman et parce que j'étais tellement proche d'elle et que c'était mon pilier et ça allait encore d'une certaine façon et je suis tellement dégoûtée qu'elle n'ait pas connu mon bébé et mes bébés du coup, mais non, j'ai l'impression de m'être rapprochée de beaucoup de gens. En revanche, ce qui m'a permis de faire le tri dans ma vie sociale, c'est l'arrivée d'Azel. Alors là, j'attends le numéro 2 pour voir si ça va se reproduire ou pas. Mais numéro 1, ouais. Numéro 1, en fait, ça s'est fait naturellement. Les gens arrêtent de se manifester, hein. C'est ce que j'avais dit dans plusieurs vidéos. Tu fais un bébé, t'es catalogué daronne, quoi. Alors qu'il y en a, qui ont ton âge et qui ont pas les mêmes aspirations que toi dans la vie. Et c'est ok, tu vois, mais voilà, qui vont te catégoriser maman, donc relou, donc bon, voilà. Et du coup, qui vont pas forcément donner signe. Et peut-être même d'autres personnes qui ont pas envie de te voir maman, je sais pas, inconsciemment. Donc voilà. C'était vraiment l'arrivée de ma fille qui a fait un tri dans ma vie sociale. Et puis de toute façon, c'était pas très grave, même si j'en ai beaucoup souffert. Honnêtement, j'étais trop entourée. C'est-à-dire que j'ai pas tant d'amis que ça. J'ai beaucoup de potes, énormément de potes. À l'époque, à Paris, quand je faisais mes anniversaires, j'avais 200 personnes qui raboulaient, qui débarquaient. Mais 200 personnes, ces 200 personnes ne peuvent pas être tes amis. C'est des potes ou des gens peut-être un peu intéressés. Mais voilà, du coup, non, le tri dans ma vie sociale s'est fait avec l'arrivée de la petite et ça m'a fait plutôt du bien en fait à long terme. Postpartum tips. Je sais pas si je suis la plus éclairée sur le sujet parce que j'ai pas eu de véritables soucis. Je vous avais conseillé des compléments alimentaires de grossesse, déjà de 1 pour commencer, des compléments alimentaires postpartum de grossesse, mais je pense qu'il faut pas hésiter à consulter quand on sent que ça va pas. Je crois que c'est un vrai del, hein, postpartum, la dépression et tout. Moi j'écoute beaucoup de podcasts genre Bliss avec beaucoup de témoignages et c'est aussi ces témoignages qui m'ont ouvert sur le fait que chaque parentalité et maternité est différente, donc je saurais pas trop quoi dire de plus si ce n'est de s'écouter, de ne pas culpabiliser. On n'accueille pas tous la naissance et l'arrivée d'un nouveau membre dans notre foyer de la même façon, pas grave du tout. Tu peux pas lutter de façon, c'est hormonal. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à consulter, parler à son médecin si ça va pas et prendre les choses en main et pas s'engouffrer dans quelque chose qu'on veut gérer seul. Déjà tellement de trucs à gérer, genre quand tu donnes la vie, genre physiquement parlant déjà t'es au bout de ta vie, psychologiquement parlant t'es au bout de ta vie, tu peux pas tout assumer. Délègue même mentalement. Prends ton cerveau, pose-le, remets-le à un professionnel en gros. Le sommeil du bébé, ma fille à 6 mois se réveille toutes les heures la nuit pour le sein. Mais 6 mois c'est si petit. Moi, ma fille à 4 ans elle se réveille encore parfois dans la nuit. Donc j'ai envie de te dire que je suis pas experte en la matière, mais moi à un moment j'ai lâché l'affaire parce qu'Azel en fait elle se levait la nuit et j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé d'avancer les réveils, d'avancer le coucher, reculer le coucher, tout en fait ça ne servait à rien. C'est physiologique, c'est comme ça. Après je sais qu'il y a des nanas qui sont spécialisées, qui peuvent t'accompagner là-dedans, mais moi j'ai juste abdiqué en me disant en fait ça passera un jour, elle dormira correctement. Et elle dort correctement désormais, c'est juste qu'elle est très lève-tôt. Hier on était sur un 5h30, ce matin sur un 6h. Voilà, je suis pas du tout en forme. Donc non, j'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté de me prendre la tête avec le sommeil. J'ai douillé pendant plusieurs années, vraiment. Et c'est comme ça. Je te dis pas qu'il faut douiller, hein. Je te dis juste que moi, mon expérience perso m'a fait arrêter de me prendre la tête pour tenter de gratter du sommeil. J'ai compris qu'en fait... c'était mort. Mais je suis sûre qu'il y a des solutions. Après, j'avais pas forcément l'envie de me taper des routines et d'infliger, entre guillemets, à mon bébé un certain rythme de réveil, de trucs. Encore une fois, go with the flow pour le coup avec les bébés, quoi. On verra, je dis ça. Attendez, peut-être le deuxième, peut-être que je serai au bout de ma life et que je vous dirai. Je sais pas, on verra d'ici là. Comment est-ce qu'on voyage enceinte? Est-ce que tu as des conseils? Bah, moi, je voyage normalement. Je prends mon gros bide et c'est parti, quoi. Non, par contre, si tu prends l'avion, il faut mettre des bas de contention, vraiment, parce que la phlébite est vite arrivée et bois et marche
marche beaucoup dans les allées de l'avion. La voiture, moi je suis pas hyper confort au bout d'un certain moment, donc les grands trajets on oublie. Voyager enceinte c'est facile, hein. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, juste marche quoi. Si ton vol est long, voilà. Comment j'ai reçu la prise de poids pendant cette grossesse? Et les meufs, lucky me, hein, j'ai pris 5 kilos seulement en 6 mois alors que je bouffe. Vraiment je bouffe. Mais attention, là où je prends tout c'est au dernier trimestre. Et là c'est chaud. Hazel, j'ai pris 19 kilos. Donc là en vrai, il va falloir que je commence à me calmer un petit peu sur mes fringales, etc. Je m'écoute, c'est-à-dire j'ai faim, je bouffe. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'on va vous dire faut bien manger pour bien faire manger le bébé. Je mange pas mal, je bouffe beaucoup en fait. Mais par contre, je reste très dynamique, très active. Ça aussi, je devrais peut-être pas le dire, je fais encore du vélo à 6 mois de grossesse. Mais parce que j'en ai envie, j'en ai besoin et que je suis dynamique et que j'ai besoin de me dépenser. Donc pour l'instant, ça va. Maintenant, honnêtement, si je dois prendre les 20 kilos, entre guillemets, les 19 que j'ai pris, comme pour la première, trop relou, mais en même temps, c'est comme ça, hein, je m'en suis remise, j'ai fait du sport et au moins, je me suis fait kiffer pendant la grossesse. Et j'ai perdu très vite en fait. Les 10 premiers kilos, je les ai perdus ultra vite. C'est après que c'était un peu plus laborieux. Je faisais 4 séances de sport par semaine. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais été aussi bien gaulée et aussi bien dans ma peau véritablement qu'après cette remise en forme post-grossesse, quoi. Je me suis remise en forme, mais comme jamais. Là, j'attendrai pas, c'est-à-dire que si vraiment je dois prendre beaucoup de poids, et même sans prendre beaucoup de poids, je referai mes réductions du périnée, direct je me remettrai au sport. J'aime le sport déjà et j'aime me sentir bien dans ma peau. Mais c'est pas grave, quoi. Si je prends beaucoup de poids, je vais pas me dire je suis dégueulasse. Enfin, pas grave. Ça se perd. Normalement, ça se perd. État d'esprit du moment pour conclure cette vidéo. Tout va bien. Tout va bien. Je suis hyper heureuse, vraiment hyper heureuse. Peut-être pas assez épanouie, mais alors ça n'a rien à voir avec la maternité. Comme d'hab, parce que je me sens pas alignée avec l'environnement dans lequel je vis. J'ai envie de vivre au soleil, j'ai envie de vivre au bord de la mer, j'ai envie de retrouver la vie que j'avais à Dubaï et cette hygiène de vie là qui me manque énormément. Voilà. Mais sinon tout va bien. Je suis sereine, très très bien enceinte. J'ai aussi hâte de rencontrer mon bébé. Tout va bien. Le boulot ça va, j'ai mes projets. Enfin voilà. Je m'écoute et je fais ce dont j'ai envie et ça me réussit plutôt bien et il faut dire que j'ai de la chance, je suis bien entourée dans ma vie aussi, j'ai un copain extraordinaire et j'ai une famille trop bien, enfin trop soudée et tout se passe bien et des amis aussi qui sont là donc non, je suis très très heureuse, je ne suis pas à plaindre donc bon état d'esprit. Voilà, et écoutez, merci pour toutes vos questions, je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve bientôt pour une vidéo qui est trop drôle, je sais pas comment ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT les questions les plus what the fuck autour de la maternité. Voilà, en fait j'adore ChatGPT, alors qu'avant je détestais, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo, mais la prochaine vidéo elle risque d'être un peu rigolote. Je vous fais des bisous et à très vite.